RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nous vous donnons la parole. Merci, Dan. Je salue encore les confrères. Maître Moubiaï, bonne convalescence, bonne année. Non, vous avez été très sévère. Je ne dis pas que je n'étais pas d'accord, que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, et totalement non. Parce que vous savez que c'est un débat qui relève du droit administratif et ce n'est pas un droit facile à comprendre ici chez nous. C'est que c'est un droit qui marche entre deux eaux. Aujourd'hui, hier, c'était un droit qui était assis sur la jurisprudence. Contrairement à d'autres droits tels que les droits pénals, les droits civils, les droits commerciaux, où il y avait un code, mais les droits administratifs n'avaient pas un code. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, où maintenant l'administration sait que ses compétences sont maintenant formalisées, le droit administratif tend à être plus codifié. Alors, ce que en les suivant, il a développé un aspect, une approche, c'est-à-dire d'examiner la décision de la CENI par rapport à la légalité, en interrogeant la source de la compétence légale et aussi en interprétant l'article 29, 30 et 31, où, selon lui, s'est posé la question de d'où la CENI a tiré la compétence d'annuler le scrutin de certains candidats. Pourtant que dans la loi électorale, à son article 75, cette compétence d'annuler le scrutin, s'il y a les irrégularités qui impactent aux résultats des votes, ne sont que réservés au juge électoral. Voilà, si j'essaie un peu de résumer ce qui était sa position. Maintenant, moi, dans mon premier réflexe, c'était aussi comme ça que c'était ça aussi ma position. Mais après, j'ai eu le temps de lire et de voir les contours, les contextes, et de me référer à plusieurs jurisprudences des conseils d'État à Paris, avec des théories des circonstances exceptionnelles et théorie des fonctionnaires de fait. Ensemble, j'ai dit non, la CENI est compétente. Et voilà, je vais commencer maintenant à m'expliquer. Premièrement, si vous lisez l'article 29, elle montre comment la CENI, étant organe régulateur, organisateur, vous comprenez déjà des choses. D'abord, organe organisateur et régulateur. Si vous interrogez l'article 211 de la Constitution, je crois à l'alinéa 3, où l'on donne la CENI la qualité de vérifier la régularité du processus électoral. Ça, c'est sa première prérogative constitutionnelle. Et maintenant, quand on descend dans la loi organique, on reconnaît à la CENI ce pouvoir de recevoir, c'est-à-dire d'être saisi par le candidat, le témoin, les observateurs, les électeurs, sur tout ce qui est question de violation
des textes légaux comme réglementaires en rapport avec le processus électoral. Donc, s'il faut revenir aux faits, les faits qui sont réprimés ou sanctionnés par la CENI, ces faits sont documentés. Vous trouverez la détention illégale des kits électoraux, c'est-à-dire des machines à voter, bourrage d'urnes, violence sur le personnel de la CENI, la corruption. Donc, tous ces griefs impactent au résultat des votes. Donc, si on se mettait sur l'article 75, où l'on dit, on reconnaît au juge électoral la compétence d'annuler le scrutin, si ces irrégularités impactent, on se met d'abord sur le plan des fonds que on peut annuler le scrutin si il y a les irrégularités qui impactent au résultat des votes. Maintenant, la question maintenant, la compétence, est-ce que c'est clairement dit que la CENI est compétente pour annuler? C'est là où le débat se trouve. Dans des techniques d'interprétation d'une loi, ça se résume par deux grandes méthodes. Il y a la méthode littéraire, c'est-à-dire interprétation à la lettre. Donc vous lisez, mais vous ne trouvez pas là où on écrit que la CENI est compétente pour annuler. Mais lorsque moi je suis rentré dans l'interprétation téléologique, téléo c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire je suis allé interroger l'esprit du législateur électoral. Pourquoi il a reconnu à la CENI le pouvoir organisateur et régulateur de recevoir les plaintes et les dénonciations et d'en délibérer? Là, j'ai compris que non. C'était pour protéger l'élément axiologique, c'est-à-dire la valeur sociale protégée là, ce qu'il n'y ait pas un candidat qui puisse aller au-delà de son droit civil électoral. Parce que lorsqu'on parle de droit administratif électoral, de l'autre côté, il y a le droit civil électoral. Le droit civil électoral, qui est un droit subjectif, reconnaît aux électeurs, comme le droit au vote actif, reconnaît aux candidats, qui est le droit au vote passif, certains droits, mais il les limite. Quelles sont ses prérogatives? Mais qui sont limitées? D'abord, la qualité, les conditions d'être électeur. Vous devez avoir la carte et être sur la liste d'électeurs. Deux, et c'est ce qui est important, l'égalité des voix. Dans le suffrage universel direct, il y a l'égalité des électeurs. Chaque électeur, c'est la voix électorale, une voix. Loi électorale. Oui. Chaque électeur équivalent à une voix. Chez nous, il n'y a pas de grands électeurs. Chez nous, au Congo, il n'y a pas de grands électeurs dans le suffrage universel direct, comme c'est le cas. Donc, vous pouvez être un millionnaire. Même Tshisekedi, le président, il n'avait que droit à un seul bulletin de vote, à une seule voix dans le différent scrutin. C'est le droit civil électoral. Mais lorsqu'on revient aussi aux candidats, il y a les conditions d'éligibilité qui limitent les droits, les prérogatives de nous les Congolais. Et là d'abord, il faut reconnaître que le droit électoral, c'est un droit d'exclusion, contrairement à d'autres droits. C'est sa particularité. C'est qu'on dit, général Tango Fort, colonel Mamadou Ndala, malgré que vous vous battez pour les Congolais, vous êtes exclus
des droits politiques. Vous ne pouvez pas être candidat ni électeur. On peut dire à votre petit frère de 17 ans qui est intelligent, parce que vous n'avez pas 18 ans, vous êtes exclu. Mais on donne droit à votre grand-mère qui ne connaît même pas le président, ni un candidat au village, les droits de voter. Donc c'est un droit d'exclusion. C'est encore une particularité. Et ce droit-là, d'être élu lorsqu'on est candidat, c'est conformément à toutes les limites pour battre campagne, pour être élu. Être élu, c'est-à-dire vous réalisez la somme des différents suffrages, une fois, ensemble. Ça vous donne une quotité pour être élu. Pas par fraude. Mais lorsque quelqu'un maintenant fraude, fait le bourrage d'urne, c'est que il viole les droits civils électoraux des autres citoyens. C'est un mauvais citoyen. C'est que lui-même, il se donne des prérogatives de 2000 électeurs avec sa machine pour voler. C'est pourquoi la CENI, comme pouvoir régulateur, la sanction, c'est toujours des prérogatives traditionnelles pour tout régulateur. C'est ça, régulateur. Police de roulage, régulateur. Surveillant dans une salle d'examen, régulateur. Donc, même si ce n'est pas clairement dit, mais lorsque seulement on sait que vous êtes régulateur, arbitre des matchs régulateur, il a un carton rouge, vous avez ce pouvoir de exclure ou d'annuler le scrutin obtenu par la fraude. Et cela avant la publication des résultats provisoires. Parce que si on n'annule pas, comment on va additionner les scrutins ici de la fraude avec les candidats qui ont compétu selon les règles du jeu? Voilà un peu, je crois, à la première prise de parole, ce qui est là. C'est que moi, je suis allé dans l'interprétation téléologique. C'est que j'ai voulu un peu interroger l'esprit du législateur électoral. Les confrères, il a trouvé que aller peut-être de l'autre côté. Je vous repasse la parole, puisqu'il vous a suivi religieusement, et même notre spectateur, hein, certains qui sont juristes qui nous ont appelé plusieurs fois, Maître Oscar. Voilà, Maître Oscar Moubiaï. Je vous donne la parole aussi, je vous donne aussi 12 minutes comme lui. Moi j'ai fait 12 minutes. Exactement. Ah, c'est vrai ça, confrère? Vous savez, écoutez, merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui ai... Le régulateur. Je ne suis pas régulateur de l'émission. Je ne suis pas pouvoir régulateur de l'émission. Mais je suis très heureux de rencontrer mon frère, puisque je considère que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière et que la démocratie que nous chérissons tous se nourrit du débat. Malheureusement, je constate que ici au Congo, on n'aime pas les débats. Il en a le courage, j'en ai le courage, nous nous rencontrons. Si on s'enferme seul dans sa chambre, on prend un micro ou alors on fait venir les journalistes dans son jardin, on commence à parler et à affirmer des choses sans possibilité de contradiction, il n'y aura pas la démocratie. Je réponds à votre invitation sur demande du professeur, puisque j'avais demandé que si on peut me contredire, chacun est libre, parce que je n'avais pas le monopole du savoir. Je remercie nos téléspectateurs qui nous suivent beaucoup et qui, selon ce qu'ils ont dit, m'ont toujours apprécié, et dont certains se sont dit cette fois-ci déçus. D'autres ont voulu qu'on pousse encore les débats pour se faire l'opinion. Et enfin, les autres ont estimé qu'ils me donnaient raison. Moi, je ne viens pas là pour être acclamé. J'ai mis en place l'état de droit en marche
pour participer à la démocratie. Et la démocratie qui est née dans notre pays, depuis l'alternance, nous estimons qu'elle doit être accompagnée. Et une démocratie s'est nourrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des débats. Voilà pourquoi je suis heureux. Alors, et en même temps, certains m'ont injurié. Moi, je suis démocrate. Je trouve que qui aime bien châtie bien. Je voulais rassurer mes téléspectateurs qui me suivent que même quand ils m'injurient, je comprends leur chagrin. Je comprends qu'ils soient sévères avec moi parce qu'ils ont confiance en moi. Qu'ils soient rassurés que je ne décevrai en aucun cas leur confiance. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on évite certaines choses dans notre pays. Et là, j'apporte la preuve que je suis de la société civile et que je n'ai pas de bord politique. Parce que chez nous, il suffit qu'on puisse dire que la CENI a raison, on est étiqueté de l'union sacrée, et quand on dit que la CENI cette fois-ci n'a pas raison, on est étiqueté de l'opposition. Donc vous avez la preuve. Je voulais, d'entrée de jeu, préciser que quand il n'y a aucune confusion, à ce stade, les irrégularités qui sont dénoncées, ces irrégularités-là n'ont aucune incidence quant à l'élection du président de la République. Certains ont dit, ben, comment possible, puisqu'on a organisé les élections couplées? Ça voudrait dire le même jour on a voté le président et le même jour on votait les députés. Et que certains députés, aujourd'hui accusés de fraudeurs, sont dans le camp politique du président. Comment est-ce possible ils pouvaient voter pour eux-mêmes sans voter pour le président? À cette question, nous répondons de manière très claire et très scientifique. S'il y a des doutes, les gens peuvent... Le professeur que j'avais suivi, qui était trop critique hier, je crois qu'il a évolué. Je suis heureux que les gens évoluent. C'est pour ça que nous faisons des débats. Le scrutin présidentiel ne peut pas être entaché. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de dire qu'il y a eu irrégularité ou qu'il n'y en a pas eu. J'ai affirmé que dans toutes les démocraties du monde et dans toutes les élections du monde, les irrégularités, on en compte. Que ce soit en France où je vis, berceau de la démocratie, que ce soit aux États-Unis. Vous avez vu récemment Trump entrer sur Capitole, les gens sont dans la rue. Donc, la question pour le contentieux électoral, ce n'est pas qu'il y a eu des irrégularités ou pas. La question est ces irrégularités-là, selon la loi, l'article 75, qu'a cité le professeur, est-ce ces irrégularités ont eu une incidence significative sur les résultats? Ça voudrait dire, si on prend en compte les irrégularités, et cela change l'ordre d'arrivée. La réponse pour l'élection présidentielle, la réponse est non. Pourquoi? Quand vous prenez 82 candidats députés, 10 fraudeurs, 2 circonscriptions où l'on estime qu'il y a eu irrégularité. Quand vous prenez, ça fait 0,5%. Maintenant, j'ai dit ceci. Considérons, parce que là, on a ouvert ce qu'on appelle boîte de Pandore. Considérons que les gens vont se dénoncer. C'est une très bonne chose par rapport à ce que la CENI a fait. Considérons que les gens vont se dénoncer. Même quand ils vont se dénoncer, admettons que ce soit flagrant et qu'on arrive même à 30%. Quand vous prenez ces 30%-là, vous les déduisez sur le pourcentage du président de la République. Et vous les déduisez sur le deuxième, qui est Katumbi. Katumbi ne pourra jamais atteindre le président de la République. Et donc, ça n'impacte pas l'ordre d'arrivée. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Et donc, comme ça ne peut pas impacter l'ordre d'arrivée, on n'annule pas. On dit qu'il n'y a pas une incidence significative.
Donc l'élection présidentielle n'est pas à confondre avec ce qu'on est en train de constater maintenant pour les députés. Voilà, ça c'est première observation. Oui. Et pour compléter, c'est pour dire que le président, la circonscription électorale du candidat président de la République, c'est le territoire national. Contrairement aux autres candidats députés, dont leur circonscription électorale peut être par exemple Funa, Moamba ou les territoires. C'est ça un peu la différence. Merci très bien, professeur. Et vous comprenez que là, je suis très clair. Parce qu'il ne faudra pas que les gens confondent qu'on aurait touché à l'élection présidentielle. Non. Maître Oscar, j'ai battu campagne pour le président de la République et je suis allé de Kananga jusqu'à mon village. Les gens qui vous parlent de Kinshasa n'ont jamais été au village. Et donc, maintenant, quand j'ai dit Maître Oscar, j'ai battu campagne, oui. Mais quand j'ai dit j'ai battu campagne, j'ai apporté mon soutien. Kennedy disait, il ne faut pas demander à l'Amérique qu'est-ce qu'elle peut faire, à l'Amérique de ce qu'elle peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Ceux qui se disent soutien au régime ne doivent pas demander au régime ce qu'il doit faire pour eux, mais ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le régime. Et je voulais être très clair. Quand j'ai choisi, en tant que société civile, de dire que je bats campagne pour le chef de l'État, j'ai estimé qu'il était le même et le mieux placé à porter sur ses épaules notre destin entre ses mains. Et donc, ses épaules. Et en cela, dans ce que le professeur Carlos disait, c'est Abbé Sieyès qui le disait. N'est-ce pas? Abbé Sieyès disait, c'est un révolutionnaire français. Il disait ceci. Nous, peuple, nous n'avons rien. Mais avec notre voix, nous avons tout. Et au moment de l'élection, c'est le seul moment comme quand on est face à sa tombe, on y entre seul. Que vous soyez riche ou pauvre, vous allez entrer au sol. Et le droit de vote, c'est un droit qui nous rend Congolais tous égaux. C'est dans cela que j'estime que j'ai mis en place l'état de droit en marche et que j'estime que les Congolais doivent être fiers d'eux-mêmes. Mais, en tant que société civile, je ne peux pas admettre l'illégalité des choses. Sinon, vous ne pouvez pas vouloir des choses et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir la démocratie et vous commencez à accepter des décisions illégales. C'est comme ça qu'on fabrique les dictateurs. J'ai acclamé M. Kadima et la CENI dans son organisation. Et je constate que maintenant, la CENI est en train de pouvoir souiller sa propre œuvre parce qu'au lieu de pouvoir amener le contentieux dans le cadre légal devant les juges, la CENI ouvre le débat dans la rue. Là, j'ai dit c'est dangereux pour la démocratie. Ceci dit, je le démontre. Alors, j'épargne le professeur de toutes ces théories. Je ne partage pas avec lui ces théories-là. Bon, fonctionnaire de fait, tout ce qu'il a dit. Circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles, ça c'est du droit administratif. Voilà. Nous ne sommes pas en droit administratif ici. Nous sommes en droit électoral. Maintenant, je lui concède dans ce qu'il dit, droit administratif électoral, voilà. Droit administratif civil. Ça, je lui laisse la liberté de faire une thèse sur la division du droit, parce qu'on dira aussi droit pénal électoral. Voilà. Tout sera, donc l'électorat sera au centre de tous les droits. Voilà. Bon, ça, vous savez, les Congolais sont trop savants. Donc, je lui laisse cela. Mais je reste sur la décision, c'est ce qui nous occupe. Une fois que j'ai élagué tous ces préalables, les débats administratifs vont nous embrouiller pour rien. Alors, nous revenons sur le droit, sur la décision. Quand on attaque une décision, on attaque sa légalité. Et quand on attaque la légalité d'une décision, on se met sur le terrain juridique. Maintenant, une décision peut être juridiquement mauvaise, mais moralement bonne, ou politiquement bonne. Ça voudrait dire qu'on se met sur le terrain moral ou politique. Moi, je me suis mis sur le terrain
juridique. Sur le terrain moral, je ne suis pas d'accord avec le fraudeur. J'ai combattu le fraudeur. J'ai pris le risque de me battre pour que Matata revienne à la barre. Vous ne savez pas les risques qu'on a courus. Bon, heureusement que Katoumi n'a pas élu parce que Matata serait devenu Premier ministre et je ne sais pas ce qu'allait devenir le procès Bokangolos. Mais je suis en train de dire aujourd'hui que, M. Dan, je sais chronométrer. Chaque fois que vous regardez la montre, vous me mettez la pression. Je pense que vous allez encore me dire, Maître Oscar, c'est toujours comme ça. Moi, j'aime avec les profs. Vous voyez, quand il m'a demandé la parole, j'ai laissé la prise dans mes minutes. Il ne faut pas faire d'histoire chronométrée 10 minutes. Ça fait encore un monolithique déguisé. Nous sommes là, si il m'interrompt, ça va. Il faut qu'on soit interactif. Et lui et moi, nous avons été nourris au même mamelle, nous comprenons. C'est mon pouvoir quand même. Régulateur. C'est mon pouvoir. Votre pouvoir régulateur, mais oui. à ce moment, il faut qu'il soit. Il ne faut pas que vous puissiez menacer vos. Non, je n'ai menacé personne. Ben quand vous parlez avec quelqu'un, vous regardez la montre, vous dites fais vite. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, d'où je viens, avec le prof Carlos, c'est ce que ça veut dire. Nous savons débattre en nous coupant même la parole, mais de manière civilisée. Au fait, il pourra même récupérer dans mes minutes. Vous avez vu qu'il avait pris 2 minutes ici. Donc, je répondais pour dire que sur le plan moral, Maître Oscar, je suis contre la tricherie. Je condamne, en tant qu'État de droit en marche, tricherie. Sur le plan, maintenant, juridique, j'ai dit je suis contre la décision de la CENI. Pourquoi? La légalité de la décision. Cette décision repose sur l'article 29, 30, 31. C'est ce qu'on appelle la motivation d'une décision. Quand on motive une décision, ça voudrait dire qu'on justifie sa position, parce que sinon vous laisserez M. Kadima, parce qu'il est CENI, il va commencer à décider selon ses humeurs. C'est pour ça qu'on dit la décision est prise sur base de l'article 29, 30 que vous avez lu. Maintenant, monsieur le professeur qui soutient la légalité de cette décision, en lisant l'article 29, 30, 31, il ne verra nulle part où il est dit que la CENI peut annuler une circonscription, ou encore moins où il est dit qu'il peut invalider les candidats. Terme très impropre à ce stade. Je le démontrerai quand j'aurai encore la parole. D'accord. OK? Donc, ça c'est par rapport à cela. Mais je pense, et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que la CENI pu avoir une clairvoyance. Et je dirais, allez, sans fausse modestie, s'il avait eu au moins, parce que quand on prend une décision juridique, ça veut dire qu'il y a des conseils juridiques. Et quand un conseil juridique conseille mal, et que la décision est critiquée, et on l'annule même, ça veut dire qu'on a eu un mauvais conseiller juridique. C'est pour ça que je disais que dans cette illégalité ici, si la CENI avait eu quand même, allez, de bons juristes, ils auraient pu aller chercher à fonder leur décision sur l'article 211 de la Constitution. Je l'ai dit la dernière fois, mais ils ne l'ont pas cité. C'est pour ça que j'apprécie que le prof Carlos, voulant justifier la légalité, puisse aller chercher, non pas sur ce que CENI a dit, mais pour aller faire lui-même, c'est l'interprétation d'un professeur. Ici, on n'est pas là pour ses connaissances. On est là pour ce que CENI a dit. Merci. Et on est dans les droits objectifs. Lui, il est allé dans la Constitution, l'article 211. Et CENI a cité, qu'il me dise, quelque part. Et la CENI a cité l'article 211 de la Constitution. La réponse est non. Maintenant, j'en finis par là. Et parce que moi-même, j'avais invoqué l'article 211. J'ai dit, s'ils étaient vraiment de bons juristes, ils allaient chercher à asseoir leur décision sur l'article 211, chers professeurs, qui ne donne pas à la CENI le pouvoir de vérifier la régularité. Non, ce n'est pas ce que l'article 211 dit. L'article 211 dit, donne à la CENI le pouvoir d'assurer la régularité. Oui. Maintenant, nous pouvons faire le débat sur ce qu'on entend par assurer la régularité. Et en 2011, j'ai attaqué la décision de la CENI pour avoir annulé certaines circonscriptions et invalidé certains députés. Il y avait 7 circonscriptions. Non, là, on n'avait pas invalidé. On avait juste annulé
le scrutin de cette circonscription en 2011, je m'étais fondé sur l'article 211 de la Constitution pour dire quand on a le pouvoir régulateur, on peut annuler. Sauf que la Cour constitutionnelle, à l'époque, la Cour suprême, a dit que la CENI n'avait pas le pouvoir d'annuler. Et donc, il y a déjà une jurisprudence qui existe. En latin, on dit « Nihil novus sub soli ». Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ce que la CENI vient de faire a déjà été fait, sauf que ça a été sanctionné par la Cour constitutionnelle. Maintenant, est-ce que la Cour, une fois saisie de cette question, pourra inverser sa jurisprudence? C'est pour ça que nous avons le débat. Nous souhaitons bonne chance. Mais en l'état, en ce qui me concerne, je considère que la CENI, sa décision est totalement illégale. Illégale. Merci. Merci beaucoup. Alors, professeur, la CENI n'a pas cité les articles qu'a cité la CENI. Est-ce que juridiquement c'est fondé ou vous n'avez même pas cité ces articles-là de la loi organique? Et vous allez aussi revenir sur l'article 211 de la Constitution. Et Maître Oscar a ajouté qu'il y a une même jurisprudence. Ouais, bon. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Oui, oui. Mais j'ai dit au début, j'étais comme lui. Ma position était là, la sienne. Mais après, lorsque je suis allé dans l'interprétation téléologique, je me suis démarqué de ma première position. C'est-à-dire quoi? Certains juristes vous diront que on interprète une disposition légale lorsqu'elle n'est pas claire. Mais ce n'est pas ça. Mon professeur nous donnait toujours cet exemple. Il y a une loi qui dit dans le camp militaire, personne n'a droit d'élever la chèvre, les porcs, les moutons. Je vous signale que c'est votre dernier tour de parole. Si vous pouvez vider votre argumentaire. Parce que je vais aller au vite. Non, n'allez pas vite. Vous avez plus ou moins 12 minutes. Gérez-les. Comme ça, Maître Oscar aussi va gérer ces minutes. On va clore l'émission. Parce que on dit, parce que ces animaux mangent, broutent, dévorent les champs ou les jardins des gens. Excusez-moi, confrère, vous m'avez interrompu, je peux aussi. Pour aider nos téléspectateurs, permettez quand même que nous ne soyons pas, parce que nous avons peu de temps, que nous ne soyons pas dans... Je comprends, c'est un style. On ne va pas vous demander de parler comme un mécanicien. Mais si vous nous évitez un peu les adages, les animaux, les broutes, non. Nous sommes ici, la question est, confrère, répondez clairement. Est-ce que dans l'article 29, 30, 31, avez-vous vu là où la CENI tire sa compétence? Merci. Maintenant, si vous me permettez, vous prendrez aussi mes minutes. On fait en interactif. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, vous qui aimez les droits administratifs, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la théorie de substitution des motifs ou de base légale. Ça veut dire qu'une décision administrative peut être reposée sur les articles. Mais les juges qui trouvent que l'article 29, 30, 31 n'est pas le mieux adapté peuvent faire ce qu'on appelle substitution de base légale. Je suis publiciste et je fais les droits publics. Et je suis avocat en droit public. Et donc, ce que le confrère est en train de faire est malin. Pourquoi? Il est conscient, il doit le dire ici. Il substitue des bases légales à la décision de la CENI. Ça change le débat. Qu'ils nous disent, est-ce qu'il s'appuie sur 211? CENI s'est-elle appuyée sur 211? Non. Or, CENI aurait dû s'appuyer sur 211. Si on parle dans ce cadre-là, nous pouvons discuter. Maintenant, moi, je critique CENI pour s'être appuyé sur des bases légales vides. Et sa décision n'a pas de fondement légal. Donc, si vous faites la substitution des bases légales, dites-le. À ce moment-là, on peut débattre. Ah, là. Attends. C'est fondé. Non, ce qu'il dit. C'est fondé. Est vrai. Non, au début, moi, j'ai dit. Il a abordé une approche. Moi, je vais avec une autre approche. Et les deux seront complémentaires. Vous voyez ce qu'il dit là? Moi,
quand j'ai lu les communiqués ou la décision de la CENI, j'ai dit, oui, la CENI en s'appuyant sur les articles 29, 30, 31, n'a pas suffisamment motivé sa décision. Ça, j'ai eu je ne sais pas si vous avez vu ma petite tribune. Quelle est la conséquence? Non. Quand on s'appuie sur... Non, mais si vous étiez juge... Ici, nous sommes en train de... Non, si vous êtes juge contre... Parce que si nous sommes comme juge pour sanctionner CENI. Quand quelqu'un vient avec une décision sans base légale, vous, juge, vous faites quoi? Non. En droit administratif. Il a dit professeur. Pour la beauté de ce débat, vous restez comme juge. Critiquer la décision de la CENI. Moi, je suis comme quelqu'un, conseil juridique, ou quelqu'un qui veut compléter ou couvrir ou défendre la position de la CENI. C'est comme ça que ça va faire. S'il vous plaît, professeur. Est-ce que vous pouvez d'abord... Non, là, dans ces cas, laissez, je crois qu'on a déjà pris une approche où nous allons très bien. C'est-à-dire quoi? On veut comprendre. Nous tous, nous connaissons la décision de la CENI, qui se limite aux articles 29, 30, 31. Oui. Mais moi, j'ai ajouté l'article 211 de la Constitution. Ok? Et j'ajoute... Écoutez... Mais on est d'accord. Là, on est d'accord avec vous. On vous soutient. On vous soutient. C'est que la CENI dit d'abord, est-ce que c'est fondé ou non? D'abord, c'est ce que la CENI a dit. Comme ça, on pourra... Mais j'ai dit, c'est fondé, mais c'était insuffisant. Il avait encore d'autres arguments pour motiver sa décision. Okay. Et ce qu'il n'a pas pu faire, c'est ce que moi, je suis en train de compléter. Ok. Okay. Parce que je complète devant quelqu'un qui est averti. Il le sait. Okay. Donc, ça veut dire qu'ici, nous n'avons pas 12 minutes de quelqu'un, 12 minutes de nous avons 24 minutes, nous deux. Voilà. Nous gérons nous-mêmes. Voilà. Alors, prof, s'il vous plaît. Vous voulez m'exclure de mon propre... Non, vous êtes là. Allez-y. Nous gérons... Alors, prof, quand vous dites qu'il y a eu insuffisance de motivation, c'est votre affirmation. Très bien. Quand vous attaquez une décision administrative, vous savez avec moi que vous avez la légalité interne et la légalité externe. Oui. La motivation, ça fait partie des légalités externes. Je n'entre pas en détail, vous comprenez, vous et moi. Alors, l'insuffisance de motivation vaut annulation de la décision parce que insuffisamment motivé pour absence. L'insuffisance de motivation vaut absence de motivation. Et l'absence de motivation vaut annulation de la décision parce qu'elle n'a pas été motivée. Donc, si vous admettez l'insuffisance de motivation, vous me donnez raison en disant que ce n'est pas motivé. Non, pas nécessairement. Laisse-moi 3 minutes et vous allez comprendre là où je viens. Parce que c'est aussi pédagogique cette émission. C'est que nous nous retrouvons dans une situation très gravissime où il y a un tollé, la clameur publique sur tout ce qui s'est passé par rapport aux irrégularités électorales. 1. La CENI n'est pas une OPJ ou un procureur. Les procureurs généraux étaient saisis à travers ces tollés, cette clameur publique. Inactifs. Désintéressés. Alors, la CENI doit faire quoi? La CENI recourt à ce qu'on appelle la commission d'enquête. Chaque pouvoir organisateur à son sein a cette compétence de juge administratif spécialisé. À l'université où vous avez étudié, il y a ce qu'on appelle la commission des disciplines, qui est une commission ad hoc pour sanctionner. Et là, cette sanction ne se limite qu'à une sanction administrative. Et c'est ce que la CENI a fait. La CENI ne poursuit pas des individus, mais la CENI sanctionne, c'est-à-dire le résultat du scrutin. Ça, c'est 1. 2. La CENI, en prenant cette mesure, n'a pas, sous le plan du droit procédural constitutionnel, ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle avec le preuve documentée. Donc, encore là, il y a un fleuve entre la CENI, sa commission d'enquête, et la Cour constitutionnelle. Que fait la CENI? La CENI prend la décision. Et c'est là où j'évoque des théories. Il y a affaire RIS, qu'il connaît très bien, de 1918,
Conseil d'État Paris, France. Dans cette affaire, le Conseil d'État reconnaît à l'administration d'étendre ses pouvoirs lorsque l'administration est en face d'une situation grave. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie s'il y a un problème de crise. Cet arrêt dit même, et il le sait, que l'administration peut atténuer le principe de l'égalité. C'est là où lui il est. Lui, il est dans le principe. Quand nous, on enseigne les droits administratifs, on commence par le principe de l'égalité. C'est pour dire à l'enfant que lorsqu'on est une autorité administrative, lorsqu'on veut prendre une décision, il faut que cette décision ne puisse pas énerver la loi. Que cette décision puisse être appuyée par les textes légaux ou réglementaires. Ça, c'est ce que nous enseignons, c'est le principe de l'égalité. Mais dans la théorie des circonstances exceptionnelles, on reconnaît, lorsque les circonstances sont graves, que l'administration peut aller au-delà de règles de ses compétences. Il connaît cet arrêt. C'est un principe de droit. C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle théorie des circonstances exceptionnelles. Je vous donne un mais la CENI n'a pas évoqué tout ça, mais bon, c'est pas un problème. Ah, voilà. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les candidats invalidés qui ont saisi déjà le juge administratif des droits communs, les conseils d'État. Mais le conseil d'État, il va se référer de ça. Même si la motivation, comme l'a dit, oui, a été un peu faible. Mais de l'autre côté, on connaît. Parce qu'on va examiner les contextes dans lesquels la CENI a pris cette décision. Et le Conseil d'État peut mettre de côté le fondement juridique évoqué par... Non. Dans la théorie des circonstances exceptionnelles, le juge contrôle, lorsqu'il examine la décision, comme telle de la CENI, il examine selon 3 critères. Premier critère, il vérifie si la situation est grave et imprévisible. Est-ce que la situation n'était pas grave? Oui, très grave. Est-ce qu'elle était imprévisible? Oui, imprévisible. Qui pouvait s'imaginer que les gens, pour frauder, pouvaient coopérer avec les informations de la CENI pour leur donner le mot de passe, pour ouvrir la machine, leur donner des bulletins, et pour commencer à voter, vous savez qu'il faut avoir le bulletin vert qu'on doit faire dérouler. Qui pouvait imaginer ça? Que dans un bureau de vote où on devrait avoir 3 machines, 2 machines sont dehors dans des maisons. C'est imprévisible. Deuxième critère, on vérifie s'il y a eu le temps qui pouvait permettre la CENI à adopter une autre voie régulière. Or, la publication des résultats provisoires au niveau législatif devrait se faire le 3 janvier. Donc, la CENI est sous la pression de son calendrier électoral. 3, et c'est le plus important, on vérifie si... Suivez très bien critère. Non. On vérifie si... Vous avez 3 minutes. La décision vise l'intérêt général. Est-ce que la décision de la CENI ne vise pas l'intérêt général? Oui, parce que le pays doit se débarrasser de politiciens immoraux. Les gens ne doivent pas croire que on devient parlementaire matriculé. Ce n'est pas la fonction publique, c'est un mandat de l'État. Donc les médiocres doivent dégager, et c'est par la décision de la CENI et qui sera suivie par la justice pénale. Donc, je trouve que ça, par rapport à d'autres jurisprudences qu'on en a. Deuxième chose, c'est la théorie des fonctionnaires des faits, qui demande 2 critères. Là, il connaît l'affaire des conseils d'État de 1948, affaire Mario. 2 conditions, caractère de nécessité et d'urgence. Vous connaissez, par exemple, nous avons le professeur de l'université de Kisangani. Ils ont été nommés pendant le RCD. Tous les gens qui ont terminé leurs études pendant le RCD, à l'époque du RCD du MLC, est-ce qu'ils avaient des autorités compétentes? Non. C'était des rebelles, les agresseurs, qui signaient leurs bulletins, leurs diplômes. Mais au nom
des théories des fonctionnaires des faits, le droit administratif reconnaît au nom des critères de nécessité et d'urgence. C'est le cas où nous sommes. La CENI se voyait seule. La justice pénale, le procureur inactif, elle devrait procéder par ça. Et elle a sauvé la nation. Donc, voilà un peu ce que je voulais un peu ajouter. J'ai dit, je répète, ce qu'il dit, c'est le fondement du droit administratif, électoral. Mais là, je termine en lui posant la question. Mais pourquoi ce réveil est tardif? Parce que s'il faut aller dans cette logique de Maître Moubiaï, mon confrère que j'admire, on veut interroger la compétence de la CENI pour invalider ou annuler les scrutins. Alors, on va aussi interroger la compétence de la CENI, tirée de quelle loi, pour proroger les élections d'un jour à 6 jours. Merci beaucoup. On va aussi interroger la compétence de la CENI, parce qu'il a fait seulement par communiqué de presse. Merci beaucoup. De donner la qualité à un électeur sans carte, ou même avec une carte d'électeur, de voter. Merci beaucoup, professeur. Donc tout ça, si vous voulez dire que la CENI n'est plus aujourd'hui compétente, par son communiqué, par sa décision, c'est qu'on va remettre aussi en cause les élections de 6 jours ou de 7 jours. Merci beaucoup. Et les votes de tous ceux qui n'avaient pas la qualité. Parce que pour avoir la qualité de l'électeur, vous devez avoir la carte de l'électeur. C'est l'article 6 de la loi électorale. Merci beaucoup. Donc c'est ça un peu la logique qu'il faut être. Le temps nous est compté. Maître Oscar Moubiaï. Oh, notre régulateur, M. Dan, les éléments complémentaires. Qui a le pouvoir régulateur. Bon, vous nous donnez 12 minutes à tout un chacun. Je dois le dire vis-à-vis des téléspectateurs pour qu'on sache. Parce que Maître Moubiaï n'admet aucune tricherie. Vous avez dit 12 minutes à chacun. Vous me donnez aussi 12 minutes, sauf que... Allez-y. Non, il faut que ce soit... Non, je vais vous donner... C'est moi qui vous donne le temps. Allez-y, parlez. Il va prolonger comme la CENI. Non, je vais prolonger. Vous allez prolonger comme la CENI. Bon, ok, très bien. C'est déjà un bel exemple parce qu'il faudra que nos téléspectateurs savent qu'il nous reste 5 minutes au chrono. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais allez-y quand même. Non. Allez-y. Moi, j'aime la transparence. Gagnez le temps, s'il vous plaît. Oui, mais nous faisons... Écoutez, nous faisons un débat public pour la nation. Sous d'autres cieux, on aurait été rémunérés. Oui. Et là, nous ne sommes pas rémunérés. Et ce débat que nous avons, je crois quand vous en appréciez la facture, quand je dis facture par rapport à la capacité, la hauteur de la contradiction, au degré scientifique de ce débat, vous n'en trouvez pas nulle part ailleurs que sur votre chaîne. Je ne vous fais pas une fausse publicité. Non. Trouvez-moi. J'y crois pas. Mais allez-y quand même. Je vous dis, écoutez, Rochefort a dit, le refus d'une louange n'est qu'un secret d'être loué 2 fois. Je suis en train de dire que dans certaines chaînes, on n'accepte pas les débats contradictoires. Et ces chaînes-là coûtent excessivement cher. Nous n'avons peut-être pas de moyens d'y accéder. Et nous laissons maintenant, c'est que pour emprunter son expression, les médiocres prenant l'espace public et leurs fausses théories deviennent des réalités. Vous en avez vu hier un monsieur là, Théodore Ngoy, qui lui se sert de l'espace comme ça pendant 1 heure, publiquement, gratuitement, pour parler de sa vie privée. Bon, ça n'a rien à voir. De son histoire. Je crois que la police des débats, vous savez, mon admiration pour le président Kamoleta, mais je pense que il ne faudra pas que trop de démocratie tue la démocratie. En termes de police des débats, on ne pouvait pas laisser ces messieurs parler de sa vie privée. Et donc, vous avez des gens comme ça, comme des Théodore, qui ne peuvent pas venir débattre avec nous ici pour qu'on lui démontre qu'il ne maîtrise rien du droit administratif, comme nous le faisons ici, parce qu'il est pénaliste. Maintenant, ceci dit, pour revenir à mon frère Carlos, nous retenons que nous étions ici pour parler de la légalité ou pas de la décision de la CENI. Une décision est légale ou illégale selon qu'elle repose sur un texte de loi ou pas. La CENI a visé le texte des lois 29, 30, 31. Vous-même, vous n'avez pas eu le courage de défendre la CENI sur base de ça. Donc, en conséquence, moi, Maître Moubiaï,
m'étant reposé sur les articles visés par la CENI, j'ai dit que sa décision est illégale. Et vous êtes allé chercher à justifier en allant vers la Constitution à son article 211 par rapport au pouvoir régulateur. Je l'avais déjà invoqué autrefois et j'ai pu dire que dans mon émission précédente, que si la CENI avait des juristes bons, ils allaient chercher la justification dans l'article 211 et là, le débat peut s'ouvrir. Mais moi, je critique 29, 30, 31. Vous m'amenez 211. Si CENI avait pris 211, je n'aurais pas été critique. Ok. C'est ce qu'on appelle en droit substitution des bases légales. Vous avez apporté à la décision de la CENI la substitution des bases légales. Donc nous sommes plus sur les mêmes par rapport à cette substitution du pouvoir régulateur. Encore faudra-t-il qu'on définisse ce qu'on entend par pouvoir régulateur. Mais ce pouvoir régulateur, quand on admet la fraude, moi j'ai dit qu'il y a eu fraude, mais quelle est la sanction de la fraude? C'est qu'on annule le scrutin, pas général, dans la circonscription où il y a eu fraude. Vous comprenez? C'est là que je disais au début que ceux qui sont en train de penser que la fraude peut entraîner annulation du scrutin au plan national, c'est là il faut. Partout au monde, quand il y a tricherie dans une circonscription, en France il y en a eu en 2008, dans une circonscription, on annule le scrutin dans cette circonscription-là. Mais ces 82 candidats sont dans plusieurs circonscriptions à travers le pays. L'incidence peut être grande. Non, quand tu prends 82 candidats... Il y a plus de 174 circonscriptions électorales. Tu sais combien... De l'annulation de scrutin dans les 82 invalidés ou annulés ne pouvaient pas influer sur les résultats de la présidentielle et vous donner les arguments. Non, non, ça je l'ai déjà dit dans cette émission, on n'y revient plus. Je suis clair avec vous et je ne pense pas que le prof va me contredire. Le fait d'annuler une circonscription électorale n'entraîne pas annulation générale du scrutin. N'est-ce pas? En matière de fraude, j'ai déjà indiqué qu'il n'y a pas qu'au Congo où on peut parler de fraude électorale. De fraude électorale, la sanction de fraude électorale, c'est l'annulation du scrutin dans la circonscription. Ce qui n'annule pas la circonscription du chef de l'État, qu'il ne faut pas confondre avec une circonscription d'un député. Le chef de l'État a une circonscription nationale et un député a une circonscription locale. N'est-ce pas? Et quand il y a fraude, on annule... Le chef de l'État, c'est comme si sa circonscription électorale, c'est la somme de toutes les circonscriptions électorales pour les législatives. Donc j'ai démontré ici que le débat, parce qu'il y a des confusions dans la rue, et on en a même vu aussi à la Cour constitutionnelle avec M. Théodore Ngoï, qui tente à entretenir des confusions entre les irrégularités dans les circonscriptions, comme pour dire que ça entraînerait l'annulation de l'élection au plan national. Non. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, notre débat qui est sur que est-ce que la CENI peut annuler le scrutin dans une circonscription ou peut invalider. C'est ça le débat. Sur ça, c'est là où je me distancie de la CENI, évidemment en jouant le contrepoids pour que la CENI se ressaisisse et ne se laisse pas emporter dans l'opinion internationale. Vous m'avez parlé ici d'Herman Cohen. Je trouve qu'il a manqué l'occasion de se taire. Il est américain. Et le Congolais n'a aucun pouvoir d'appréciation de l'élection américaine. Et les Américains n'ont pas à nous donner des leçons. Moi, État de droit en marche, si je demande qu'on donne aux Congolais les visas pour aller observer les élections américaines et voir ce qui s'est passé aux dernières élections et demander qu'on annule, je ne pense pas qu'on peut même me laisser passer à une chaîne de télévision américaine. Donc c'est là que je suis en train de militer pour que nous devenions souverains et grande puissance. C'est en cela que j'ai dit que le chef de l'État entrant et sortant, ou sortant et entrant, était le mieux placé parce qu'il était candidat pour notre souveraineté, par rapport aux candidats des étrangers.
Vous allez voir, ils vont commencer à passer à la télé avec le français de caviar. Vous savez que Herman Cohen a dit que vaut la parole de Herman Cohen dans une élection nationale. C'est une immixtion. Eux-mêmes, ils sont en train de se battre pour lutter contre l'intrusion de la Russie dans leur élection. Pourquoi elle va s'introduire chez nous? C'est ce que vous avez appelé autrefois les personnalités politiques. Des Macron, des De Vrian. Ces gens-là n'ont pas droit à la parole pour les élections de chez nous. Je vis avec eux et je suis avocat au sommet de leur société. Je peux le dire sans crainte parce que je suis déjà mentalement décolonisé. Donc, je ne vois pas où les Américains viennent parler ici. Herman Cohen et consort. Maintenant, les confrères ont affirmé beaucoup de choses, qu'il n'y avait pas le code administratif, tout ça, théorie des fonctionnaires, tout ça on connaît. Mais ça c'est du droit administratif. Nous sommes ici en droit électoral. Maintenant, je vous démontre la faiblesse de la décision de la CENI et sa dangerosité. Vous dites que la CENI peut être une commission d'enquête. On est d'accord. Et je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais où vous avez déjà vu une commission d'enquête qui sanctionne quelqu'un sans qu'il ait entendu au préalable? N'est-ce pas là une violation des droits de défense? 1. 2. Où vous avez déjà vu qu'on puisse refuser à la personne en portant atteinte à son droit fondamental, on ne l'a pas entendu. Et puis, j'ai parlé d'annulation du scrutin, ce qui est logique. Ça veut dire que le match a été mal joué. On ne dit pas, on dit tout le monde reprend à zéro. C'est pour permettre égalité de chances. Annulation du scrutin. Mais qui doit annuler le scrutin? Ce n'est pas la CENI. La CENI doit faire sa commission d'enquête, demander à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle annule le scrutin. C'est le juge électoral, pas la CENI. Parce que la CENI ne peut pas être juge parti. Et là, organiser les élections, elle-même commence à dire, on a triché, on a volé la machine. La nuit, les jours, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce que la CENI a ignoré, et le confrère est en train de le dire ici, il y a le droit pénal électoral, dont les sanctions relèvent du droit commun, ce qui n'entre pas dans les contentieux électoraux. Quand vous dites, on a volé les machines, n'est-ce pas? Ça, c'est une infraction. Mais tant que le juge n'a pas encore condamné le voleur, est-ce que la CENI a le pouvoir de dire, allez, il pointe Carlos du doigt, il est voleur, et il devient voleur public? Non, il faut attendre que le juge constate le vol et que ce vol-là, quand le juge va le constater et que la personne est condamnée, pour que la personne devienne inéligible, il faut que le jugement devienne définitif. Et donc, dire que vous avez invalidé un candidat, ça voudrait dire que vous l'avez rendu inéligible. Et les causes d'inéligibilité sont prévues à l'article 10 de la loi électorale. Ce n'est pas Carlos qui va me contredire. Maintenant, si vous me donnez 2 minutes et j'en ai fini, ou une minute, oui. Alors, M. Carlos qui a évolué, qui était critique, il faut avoir le courage, mon frère. Nous prenons le courage pour l'intérêt de la nation. C'est pour ça que vous nous verrez toujours constants. Hier, vous avez été critique contre la CENI en vous appuyant sur l'article 52. J'aurais bien voulu une émission avec vous parce que vous étiez en train de soutenir qu'il y a eu violation de l'article 52. Il y a eu violation de l'article 6. Théodore Ngoï dira même que toute la loi électorale avait été violée. Bon, très bien. Maintenant, là, il y a un problème. Le problème, c'est celui-ci. Vous ne tirez pas les conséquences légales de ces violations. Les conséquences légales des violations entraînent annulation du résultat si, l'article 75, les irrégularités ont entraîné une incidence significative. Et nous vous avons démontré ici que, bon, nous n'avons que l'élection présidentielle. Et là, nous avons démontré que l'irrégularité ne pouvait jamais permettre que Katumbi rattrape Tshisekedi. C'est ça la sanction. Si Katumbi pouvait, par l'irrégularité là, si on la prend en considération, pouvait attraper Tshisekedi, là on dit, bon, on annule. Mais là, quelqu'un a 18%. Même si on lui donne 40, il n'attraperait jamais Tshisekedi. Donc là, pourquoi nous sortons les contentieux
présidentielle de ça. Maintenant, si nous attendons maintenant et nous demandons à ce que la CENI publie vite les contentieux des députés, et là on verra comment on applique les lois. Mais là, les contentieux, au lieu qu'il aille vers les juges, la CENI le maintient dans le couloir et on le met dans la rue. Donc votre article 52, une seconde juste, votre article 52, où vous dites qu'on a dépassé la durée, mais vous avez la loi électorale. Vous n'avez pas lu que la CENI avait le pouvoir de déroger sur l'heure quand on n'a pas fini le vote. Oui, on reçoit des jetons. Bon, ça, vous ne l'avez pas dit. Et là, vous êtes d'accord avec moi. Mais vers la fin, vous qui êtes un très bon juriste, vous avez constaté que vers la fin, la loi électorale dit tout ça, la dérogation, parce que là au moins, la CENI a le pouvoir de dérogation. Et là au moins, la loi lui en donne pouvoir et compétence. Et vous avez vu que la loi dit que la CENI peut déroger sur l'heure de clôture de vote, même les jours, mais dans quelles conditions? Dans l'esprit d'égalité de vote. Quand nous prenons ton interprétation théologique, voilà, dans l'esprit d'interprétation de vote, la CENI peut aller même jusqu'à 5 jours, tant que l'égalité de vote, tout le monde n'a pas voté. Merci beaucoup. C'est là les calculs, chaque bureau a 630 électeurs. Je suis content que et tous les calculs fait qu'on ne peut pas dépasser 48 heures, même si tous les électeurs mais qui a le venaient pouvoir d'appréciation?